Ce que j'ai envie de leur dire aussi, c'est qu'il ne faut jamais lâcher le morceau. En quelques mots, je m'appelle Hervé Solignac, je suis député de l'Ardèche, je suis membre du groupe socialiste et apparenté et j'ai été dans le passé président du Conseil général de l'Ardèche, élu régional, élu municipal et très engagé sur un certain nombre de sujets divers et variés parce que je suis membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale et cette commission balaie de manière très transversale des sujets très différents. Est-ce que vous avez un mentor politique? Non, je n'ai pas de mentor politique, je me méfie des mentors, j'aime beaucoup ma liberté. Cela dit, il y a des modèles et il y a des femmes et des hommes qui parfois m'inspirent ou en tout cas me laissent à penser que quand on a beaucoup de volonté, on arrive à des choses. Donc évidemment, comme tout bon homme de gauche, j'ai une admiration sans borne pour Jean Jaurès et sa culture de la paix, pour Léon Blum, mais aussi pour des hommes comme François Mitterrand, ou même pour des femmes qui parfois ne sont pas de non-obéissance politique, je pense à Simone Veil par exemple. Donc je préfère m'inspirer de ce que les uns et les autres ont pu faire de meilleur plutôt que d'avoir un seul mentor. À votre avis, que faire pour lutter contre la précarité étudiante causée par la pandémie? Il y a deux réponses à cette question. Il y a d'abord ceux qui sont en très grande précarité, c'est-à-dire ceux qui en sont réduits à parfois, et ça existe, un repas par jour, à ne pas pouvoir se loger et à devoir abandonner leurs études. Pour cela, je ne connais pas d'autre solution qu'un soutien financier. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a des bourses étudiantes qui sont ridicules, dérisoires, insignifiantes. Je rappelle que le montant moyen des bourses étudiantes en France, c'est 111 €. Que fait-on avec 111 €? Donc que certains soient opposés au principe, par exemple, d'un revenu de base, je veux bien, mais il y a une réalité pour ceux qui sont les plus précaires, il faut un dispositif financier plus évolué et plus généreux que ceux que l'on a aujourd'hui. Et puis la deuxième réponse à cela, c'est l'accompagnement, parce que sortir de la précarité, c'est pas seulement avoir sur son compte courant un peu d'argent, c'est aussi trouver les bons relais pour trouver un logement, pour trouver une bonne orientation, pour essayer de s'insérer le plus possible et le plus rapidement possible dans la vie professionnelle. Et donc ces deux sujets sont indissociables. L'accompagnement financier et l'accompagnement tout court de celui qui est sur le point de rentrer dans la vie active, dans la vie professionnelle et aspire à sa propre émancipation. Pouvez-vous nous en dire plus sur la proposition de loi sur le minimum jeunesse? Alors, cette proposition de loi, d'abord, elle est assez ancienne en réalité. Elle a été rattrapée par l'actualité parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit bien, en raison de la crise sanitaire et économique, les conséquences que peut avoir la Covid sur la jeunesse. Mais ce sujet, je l'avais déjà présenté il y a 2 ans à l'Assemblée nationale, à l'époque où la problématique n'était pas aussi prégnante qu'aujourd'hui. Et donc l'idée que nous portons avec mon collègue Boris Vallaud, député des Landes, est assez simple. Elle repose sur 2 piliers. Le premier, c'est qu'il faut aujourd'hui permettre aux jeunes de moins de 25 ans d'accéder à une certaine autonomie financière pour pouvoir faire des études, pour pouvoir faire une formation, pour pouvoir être dans un apprentissage. Je rappelle quand même que sur les 5 200 000 jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, c'est seulement la moitié qui font des études. Il y en a une moitié qui ne fait pas d'études, donc il faut aussi évidemment penser à cela. Donc il y a un premier pilier qui est un revenu de base. Ce revenu de base, nous l'avons calculé sur les niveaux du RSA et de la prime d'activité, 564 € par mois, auxquels on peut rajouter les allocations logement. Et le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle une dotation tremplin, c'est-à-dire une dotation en capital de 5 000 €, parce que le constat que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, quand on démarre dans la vie, il y a ceux qui ont la chance d'avoir eu avant eux des parents relativement aisés, qui leur laissent quelque chose, qui leur laissent un capital, ou qui peuvent les accompagner, et il y a ceux qui n'ont rien. Et donc cette dotation en capital de 5 000 €, que nous considérons comme étant un modeste tremplin, doit permettre à un jeune de pouvoir financer une formation, de pouvoir, s'il le souhaite, se lancer dans l'entrepreneuriat, de pouvoir faire l'acquisition peut-être d'un véhicule, parce qu'en milieu rural, pas de voiture, pas de mobilité, bref, de pouvoir trouver quelques moyens pour démarrer dans la vie et essayer de réduire cette inégalité des chances qui est de plus en plus flagrante, parce que on voit très bien que la masse des jeunes qui sont en précarité et en difficulté grossit, tandis que celle de ceux qui ne sont pas en difficulté, elle demeure toujours aussi importante. Et donc l'écart est de plus en plus flagrant, et ceux qui sont dans la précarité le sont de plus en plus. Donc à travers ce dispositif que nous avons appelé L,
aide individuelle à l'émancipation, il y a ces deux piliers, un revenu de base, au moins de 25 ans, tous les mois, et puis une dotation en capital. Quelle a été votre expérience en tant que président du conseil départemental de l'Ardèche? Quand on est président d'un conseil départemental, d'abord, la loi nous oblige à faire beaucoup d'actions sociales. En gros, un département dépense 60% de son budget de fonctionnement dans l'action sociale. L'action sociale, elle balaye tous les âges, depuis ce qu'on appelle la protection maternelle et infantile, c'est-à-dire celui qui vient au monde, jusqu'au grand âge et aux personnes âgées dépendantes que les conseils départementaux sont aujourd'hui tenus d'aider dès lors que soit ils rentrent en EHPAD, soit ils sont chez eux, mais dépendants. Et donc j'ai à la fois, quand j'étais président du département, essayé d'innover pour trouver des réponses à ces questions sociales et à ces personnes parfois en grande difficulté. Et puis il y a un volet insertion qui est extrêmement important, puisque les départements payent le RSA, versent le RSA aux allocataires, et l'enjeu, bien entendu, c'est de faire en sorte que ces gens-là ne restent pas au RSA. Et donc il faut développer des politiques qui soient suffisamment offensives pour qu'on puisse conduire et emmener sur le chemin de l'insertion ces personnes-là et leur permettre de trouver un emploi. Ça, c'est l'essentiel de ce qu'on peut faire quand on est président d'un conseil départemental. Et puis après, il y a tout ce qui relève, mais c'est très marginal dans un budget, de la culture, du sport, de l'environnement. Il n'y a plus d'accompagnement économique parce que la loi a enlevé la compétence économique au département. Et puis évidemment, les collèges. J'étais président d'un département rural. Il y a une inégalité en France dans l'accès aux études. On voit très bien que quand on prend des jeunes issus d'un milieu rural et quand on prend des jeunes issus d'un milieu urbain, le taux de ceux qui accèdent à l'enseignement supérieur est plus fort dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Et donc j'ai essayé de faire en sorte que le collège du département de l'Ardèche soit doté des moyens qui permettent de réduire cette inégalité, s'agissant notamment des moyens numériques, s'agissant notamment de la capacité à aller faire des stages à l'étranger, s'agissant évidemment de toutes les activités hors éducation nationale, parce que bien sûr l'éducation ça reste la compétence de l'État. Seriez-vous en faveur d'une union de la gauche en 2022 ? Et si oui, voudriez-vous qu'elle se fasse avec la participation de la France insoumise ? C'est assez simple en réalité. Il n'y a pas de succès possible pour la gauche si elle ne se rassemble pas. C'est aussi simple que ça. Si la gauche part divisée aux élections, elle ne gagnera pas. C'est vieux comme le monde, j'ai rien inventé, et vous pouvez le vérifier dans toutes les élections, qu'elles soient nationales, régionales ou locales. La question étant de savoir comment cette gauche extrêmement diversifiée peut se rassembler et sur quel projet. Et donc moi, par principe, peut-être parce que je suis de gauche, je n'exclus personne. Et je n'exclus pas d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je devrais exclure des militants, des adhérents, des sympathisants ou des élus de la France insoumise. Et ce qui compte le plus, c'est de se parler en réalité. Et c'est de se poser cette question élémentaire. Qu'est-ce qu'on veut comme avenir pour notre pays et comment on veut y parvenir? À partir du moment où les formations politiques, les grandes formations politiques, le PS, Europe Écologie Les Verts, le PC, la France Insoumise, sont capables de se mettre d'accord sur un projet politique et peut-être de laisser de côté ce qui fait divergence, alors à ce moment-là, je crois que la France est en capacité de se donner une présidente ou un président de gauche. Quel candidat soutiendriez-vous en 2022 au Parti Socialiste? Pour répondre à cette question, il faudrait que je les connaisse. Et sauf erreur de ma part, aujourd'hui, même si certains ont planté quelques jalons, ont laissé entendre qu'ils pourraient être candidats, selon la vieille formule, ils y pensent le matin en se rasant. Très bien, mais ça ne suffit pas. Moi, ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est quelle est la nature du projet. Parce qu'on peut bien avoir le meilleur des candidats, s'il n'y a pas l'union que vous évoquez tout à l'heure, s'il n'y a pas un rassemblement, s'il n'y a pas un projet fédérateur et porteur qui donne un élan à l'électorat de gauche, rien ne se passera. Et pour être très sincère avec vous, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai pas d'a priori là-dessus. J'ai pas d'a priori. Je pense qu'une élection présidentielle, c'est d'une certaine manière la rencontre presque intime entre un homme et le peuple de France. Aujourd'hui, au moment où on se parle, je ne vois pas celle ou celui qui est sur la voie de cette rencontre intime avec le peuple de France. Ça peut venir très très vite. Pourquoi ça peut venir très très vite? Parce qu'au fond, on voit bien depuis plusieurs années que pour gagner une élection présidentielle, il faut faire 20% au premier tour. C'est très peu, 20%. 20% quand guère plus de la moitié des Français vont voter, songez ce que ça donne en valeur absolue. C'est quand même pas grand-chose. Et donc, on voit bien qu'Emmanuel Macron y est parvenu. Jacques Chirac a gagné les élections présidentielles 2 fois en faisant 20% au premier tour. Donc, personne ne peut exclure que dans les semaines ou les mois qui arrivent, une femme ou un homme soit capable de rassembler la gauche, soit capable d'atteindre ce niveau des 20% pour se qualifier au second tour, et soit capable ensuite de rassembler les Français et de l'emporter pour devenir présidente ou président de la République. Auriez-vous un message à faire passer aux jeunes qui nous regardent? Je me garde un peu des messages qui pourraient apparaître comme étant le conseil d'un vieux sage
qui n'a pas de légitimité parce que j'ai pas eu forcément une vie linéaire et parfaite qui me permettrait de dire ce qu'il y a à faire. D'abord, au-delà du message, c'est dire que j'ai une très grande admiration pour la jeunesse aujourd'hui parce que je vois les conditions dans lesquelles elle évolue. Et encore une fois, je ne parle pas que des étudiants, il n'y a pas que des étudiants dans ce pays. Il y a 1 million de personnes qui ont moins de 25 ans, qui sont ni en études, ni en formation, ni en emploi. Ceux-là, ce sont les grands oubliés. Puis il y a ceux qui sont en apprentissage, puis il y a ceux qui ont fait des formations mais qui n'ont pas de boulot, puis il y a ceux qui galèrent dans leurs études. Donc j'ai une grande admiration pour cette jeunesse-là, parce que la situation n'a jamais été aussi complexe dans l'histoire, probablement depuis la Seconde Guerre, et parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui la classe politique l'oublie, et lui donne le sentiment d'un abandon, d'un délaissement. Et donc toutes celles et ceux qui ont moins de 25 ans et qui sont capables de trouver en eux l'énergie pour avancer, pour continuer et pour se dire un jour le ciel va s'éclaircir, je les trouve admirables. Voilà, ça c'est la première chose. Ce que j'ai envie de leur dire aussi, c'est qu'il ne faut jamais lâcher le morceau. D'abord parce que quand on a 20 ans, on a, je le souhaite, l'avenir devant soi, évidemment. Et ensuite parce que dans ce pays, même si aujourd'hui les réponses qui leur sont apportées ne sont pas au niveau de leurs espérances, il y en a qui se battent. Et on finit toujours par remporter des combats. Moi, je sais très bien que cette aide individuelle destinée aux jeunes de moins de 25 ans, elle a peu de chances d'aboutir dans les jours ou les semaines qui viennent. Mais je sais qu'avant moi, se sont battus des femmes et des hommes pour créer ce que l'on appelait à l'époque le revenu minimum d'insertion, qui est devenu le RSA, c'était en 1988, et ils ont passé 25 ans avant d'y arriver. Et aujourd'hui, aucun gouvernement ne pourrait retirer ce dispositif, malgré les critiques qu'il lui adresse. Et donc un jour, ce combat sera victorieux, et cette jeunesse-là doit savoir qu'il y a dans ce pays des femmes et des hommes qui se battent pour que les conditions données à la jeunesse puissent sensiblement s'améliorer dans les mois qui arrivent. Est-ce que vous auriez une éventuelle anecdote à nous faire partager ? Peut-être qu'il y en a une, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais il y avait un sujet qui concerne l'agriculture, qui concernait le financement des chambres d'agriculture et une disposition que souhaitait prendre le gouvernement pour retirer des financements aux chambres d'agriculture. Et donc finalement faire tomber des centaines et des centaines d'emplois partout en France. Et j'étais dans mon bureau et les députés dans leur bureau ont un écran de télévision pour suivre en direct les débats. Et j'ai vu que l'amendement qui concernait ce projet du gouvernement de retirer des crédits aux chambres d'agriculture arrivait en discussion. Et donc j'ai précipitamment quitté mon bureau, j'ai à peu près 500 mètres à faire entre mon bureau et l'hémicycle. J'y suis allé un peu en courant parce que j'étais en retard. Je suis arrivé à la dernière seconde pour tendre le bras et appuyer sur le bouton et pour émettre mon vote contre cette proposition. Et cette proposition a été repoussée d'une voix. Autrement dit, si je n'étais pas arrivé, l'amendement serait passé et les conséquences auraient été très graves pour l'agriculture. Voilà, j'étais, je sais pas, tout ça n'est pas lié qu'à moi, parce qu'il y a tous ceux évidemment qui ont voté contre, mais on va dire qu'à quelques secondes près, c'est pas le cours de l'histoire, mais le cours de la vie agricole aurait pu être changé. Alors à celles et ceux qui nous regardent, eh bien vous avez compris, abonnez-vous à Demain Citoyen, je vous exhorte même à vous abonner à Demain Citoyen.